Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour est une figure éminente de l'entrepreneuriat féminin sur la scène monégasque et internationale. Née au Sénégal et élevée à Monaco au sein d'une famille monégasque d'origine libanaise, elle a tracé une trajectoire étonnante, alliant un début de carrière prometteur dans le droit à une transition réussie vers l'entreprise familiale. Bonjour Johanna Audrouge. Bonjour Geneviève. Merci d'avoir trouvé un moment pour être avec nous. Parce que, alors tout de suite, quand on préparait cet entretien, mon équipe me dit, alors quand même, Johanna, elle assure, donc elle est chef d'entreprise, maman de 3 enfants, à la tête des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Donc c'est très chargé, non ? Oui, c'est assez chargé, mais j'avoue que j'aime bien être chargée dans la journée. Ça fait partie de mon tempérament et c'est des choses qui me plaisent et qui me passionnent. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour en parler. Ah, c'est cool. Mais quand vous dites j'adore être chargée, c'est quoi ? Vous aimez quand il y a beaucoup, vous aimez quand c'est dynamique ? Oui. Alors c'est vrai que j'aime quand c'est dynamique, j'aime quand il y a des challenges. Ah. C'est vrai que c'est ce qui m'anime. C'est ce qui m'anime, les challenges, alors dans des domaines différents, puisque vous avez cité plusieurs choses différentes. Ouais. Vous étiez avocate au départ ? Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est vraiment un désir d'enfant. J'ai fait toute ma scolarité à Monaco, et c'est vrai que quand je suis sortie du lycée Albert Ier, j'ai tout de suite dit que je voulais faire la fac de droit. Que j'ai commencé à Nice, puis que j'ai terminé à Paris. Ouais. Et j'ai toujours été animée par le droit et surtout animée par l'envie de défendre. Vous vouliez être avocat défenseur. Voilà, oui, j'ai fait une spécialité en droit pénal et sciences criminelles. Absolument pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai toujours été animée d'une manière générale par l'envie de défendre. J'ai toujours été assez révoltée par toute forme d'injustice. Ouais. Et c'est vrai que ça me correspondait tout à fait. Donc c'est ce que je voulais faire intrinsèquement au plus profond de moi. Et donc je l'ai fait pendant 7 ans. J'ai porté la robe, j'ai plaidé, j'ai adoré. Ah ouais. À quel barreau vous étiez ? J'étais inscrite au barreau de Nice. D'accord. Et donc, j'étais toujours à Monaco, donc j'avais mon cabinet à Nice. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai aimé. J'ai adoré plaider dans le domaine du droit pénal, mais également dans d'autres domaines. Il y a beaucoup de pénal à Nice, hein ? Oui, tout à fait. C'est un tribunal où c'est une cour où il y a beaucoup de procès en pénal. Oui, tout à fait. En plus, on a aussi Aix-en-Provence à côté de la cour d'appel. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose de vraiment qui me fascinait. Et j'ai été ravie de le faire. J'adorais porter la robe, j'adorais défendre et j'adorais m'exprimer en public. Donc, c'est vraiment une partie de ma vie. En tout cas, j'étais assez jeune. J'avais 24 ans, donc c'est une partie de ma vie où j'ai vraiment ça m'a permis vraiment de prendre confiance en moi et de réaliser en tout cas ce rêve qui était donc d'être avocate et voilà. Après, c'est vrai que ça fait quoi de gagner son premier procès ? Alors c'est pas gagner. Je ne sais pas ce que c'est gagner. Exactement, on peut jamais savoir ce que c'est gagner. Ça dépend de l'enjeu, du cas et du dossier. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de pouvoir justement mettre en œuvre des arguments et arriver à convaincre. Ouais. Arriver à convaincre, c'est d'autant plus facile quand on croit en la cause. Et en général, c'est ce que je faisais. Et c'est vrai que ça, c'est satisfaisant. Et puis, c'est vrai que c'est quand même des missions importantes, puisque on a quand même... la responsabilité d'une vie. La responsabilité d'une vie, ou même la responsabilité d'une affaire, parce que quand vous êtes dans le droit des affaires, ou la responsabilité d'un salarié, quand c'est du tribunal du travail, c'est toujours une responsabilité, quelle qu'elle soit. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, on vous fait confiance, et c'est quelque chose, voilà, c'est une responsabilité. Donc, cette responsabilité, on retrouvera après dans d'autres choses que j'entreprends, c'est des choses qui m'animent et qui me font avancer. Vous étiez formée à la responsabilité dans votre éducation ? Alors, moi, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Et c'est vrai que moi, mon papa, on en parlera peut-être après, mais il a créé donc son entreprise à Monaco il y a pratiquement 40 ans aujourd'hui. Pratiquement 40, oui. Voilà, 39 ans. Oui, c'est Mercure International à Monaco. Donc, mon père, qui est donc d'origine libanaise, né au Sénégal, en Afrique, est venu à Monaco très tôt. Et a créé son entreprise à Monaco.
Alors vous faites du négoce, qu'est-ce que vous faites? C'est une entreprise de négoce internationale, oui, donc c'est une entreprise donc, qui a son siège social, directionnel et opérationnel à Monaco. Nous avons à peu près 70 employés dans les bureaux à Fontvieille et nous avons 5000 employés à travers le monde parce que nous créons des centres commerciaux en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, donc essentiellement en Afrique puisque c'est la terre natale de mon père et également de la mienne. Donc c'est vrai que dans les pays dans lesquels nous sommes leaders dans nos domaines qui sont donc le sport, puisque tout a commencé avec un petit magasin de sport à Dakar au Sénégal que mon père a créé. Puisque c'est aussi une passion de notre famille, le sport. Et après, en fait, il en a créé un deuxième, un troisième. Et là, on est à 250 points de vente. On ne s'est pas limité au sport. On a étendu ça au fashion. On est franchisé de grandes marques internationales comme la Fnac, Nespresso, Kiabi, Aldo, Hugo Boss, L'Occitane, tout ça en Afrique, exclusivement en Afrique. Et on est aussi dans le domaine alimentaire puisque nous avons la franchise Super U aussi dans ces centres commerciaux. En fait, c'est devenu un vrai savoir-faire pour vous, ce qu'on appelle le retail. Enfin, tout à fait, c'est ça. La vente. Le retail, c'est la vente aux particuliers. Donc, on est dans le retail et dans la distribution alimentaire. La distribution alimentaire, de ces deux domaines-là. Et nous sommes dans les pays, donc nous sommes dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Nous sommes également en Tunisie, en Algérie, au Maroc, aussi à l'île Maurice et à l'île de la Réunion, en Guadeloupe. Et nous avons à Monaco aussi quelques magasins. Tout ça à partir de Monaco. Tout ça est géré depuis Monaco. Tout à fait, oui. Tout ça est géré à partir de Monaco. Très vite, mon père avait envie de partir de l'Afrique. Et puis, du coup, son choix s'est tourné sur Monaco. Et nous avons donc, du coup, tous grandi ici. Et nous sommes... nous sommes vraiment une famille donc monégasque. Les trois enfants ont grandi ici. Oui, nous avons tous grandi ici et donc nous sommes une famille monégasque ravie d'être là et en tout cas le siège social qui est ici justement dirige tout ça à travers d'ici. Nous avons la logistique, nous avons la finance, l'administratif, nous avons tous les brand managers qui sont basés ici et qui se rendent régulièrement donc dans tous les meetings Adidas en Allemagne, Nike aux États-Unis. Donc tout est géré d'ici. Donc vous choisissez, en fait, quand vous dites les brand managers, ils vont par exemple à une réunion Nike pour choisir les modèles que vous allez commercialiser, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. En fait, on a un brand manager. Votre marché, quoi. Voilà. Enfin, on a un brand manager par marque. D'accord. Qui se rend régulièrement, qui choisit les collections. Le meilleur des brand managers, c'est mon père, parce que c'est lui qui va à tous les meetings. Donc. Il le fait toujours, c'était ça ma question. Oui, parce tout à fait. Il a sa relève quand même. Vous êtes autour de lui, donc il le fait toujours. Oui, tout à fait. Oui, c'est quelqu'un de passionné. Il nous a transmis sa passion à moi et mon frère, puisque mon frère est dans le développement commercial avec lui. Moi, je suis plus dans le domaine administratif et juridique. Voilà, je comprends le lien. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a eu une transition, moi, avec mon métier et ma formation. Donc, oui, mon père le fait toujours. Mon frère est très impliqué également. Et il voyage beaucoup dans tous les pays. Et justement, choisit les marques, etc. Et moi, je suis là pour tout faire. Rendre tout ça possible, quoi. Faire, en tout cas, tout ce qui est la partie contractuelle, etc. Et puis, gérer aussi, justement, la masse salariale qui est assez énorme, ne serait-ce qu'à Monaco, mais aussi à travers le monde, avec les législations différentes. Donc, je suis aussi spécialisée dans le droit des affaires africains. Ce qui s'appelle le droit de l'OADA, qui est commun, ce qui est assez pratique dans nos pays d'Afrique. Et donc, c'est le droit commercial africain, avec tout ce qui est beaux commerciaux, etc. Donc, est-ce qu'il est très différent, pardon si ma question vous semble un peu ignorante, mais est-ce que ce droit commercial africain, il est très différent de notre droit français, français, européen en tout cas? Non, il est pas trop différent. C'est une société se crée à peu près de la même manière. La cession des baux commerciaux se fait à peu près de la même manière. Mais ce qui est très intéressant, en tout cas, c'est qu'ils ont réussi à créer un droit unifié africain, alors que nous n'avons pas de droit unifié européen. Non, soyons clairs. J'ai dit notre droit européen, mais non. Non, nous n'en avons pas. C'est-à-dire qu'on a un droit français, il y a un droit italien, il y a un droit espagnol. On l'avait étudié d'ailleurs nous en fac de droit et on n'a jamais réussi justement à abandonner notre souveraineté pour faire un droit européen unifié, ce qui est quand même normal parce que c'est compliqué. Mais on dit souvent l'Afrique, mais ce n'est pas. L'Afrique, c'est plusieurs pays. C'est comme l'Europe, c'est plusieurs pays. Mais en tout cas, eux, ils ont réussi à le faire et ils avaient intérêt à le faire parce que justement, c'était pour sécuriser les investissements et inciter les investisseurs à venir. C'est vrai que les investisseurs, en tout cas par le passé, étaient un peu plus frileux à aller en Afrique. Et c'est vrai que le fait d'aller au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Nigeria et de savoir que les mêmes règles sont les mêmes pour les sociétés, pour les beaux commerciaux, etc. Alors même entre l'Afrique francophone subsaharienne et l'Afrique anglophone. Alors anglo-saxonne en fait. Non. Alors ils n'ont pas été tous à le ratifier, mais en tout cas, nous les pays dans lesquels nous y sommes, c'est le cas. C'est unifié. Donc en tout cas, c'est assez facile pour ça. Et donc parce que le droit commercial, pardon si je vous interromps, mais le droit commercial anglo-saxon, si je me souviens
de très loin mes cours à l'époque, puisque j'ai fait un passage en commerce international, et il me semblait que le droit commercial anglo-saxon était fondé sur des principes un peu différents. Oui, complètement. Bien sûr, c'est complètement différent que le droit germanique. C'est ça. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, on revient à ce qu'on disait, l'Afrique est grande. L'Afrique est plus grande que l'Europe. L'Afrique est très grande. Beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande, justement, avec en plus comme vous dites, des origines différentes. Donc, c'est vrai qu'on a l'Afrique anglophone. Nous n'y sommes pas du tout. Donc, je ne pourrais pas trop en parler. J'ai juste fait Donc, vous êtes dans l'Afrique francophone, principalement subsaharienne. Oui, nous sommes... Enfin, et la partie qu'on appelle le Maghreb aussi. Oui, nous sommes dans 2 pays d'Afrique de l'Ouest. C'est le Sénégal, qui est notre pays de naissance. La Côte d'Ivoire, qui est vraiment un gros pays économique. C'est un très, très grand pays, la Côte d'Ivoire. Très gros pays économique, avec d'énormes centres commerciaux à dimension internationale. Et après, nous sommes dans l'Afrique centrale, nous sommes au Gabon, au Congo, Brazzaville et au Cameroun. Donc un peu plus en retrait, un peu plus compliqué, moins développé, mais c'est aussi intéressant. C'est pour ça qu'on y est, c'est justement pour développer. Et c'est ce que voulait mon père en fait. Mon père a toujours dit moi j'aimerais créer des centres commerciaux et apporter quelque chose. Apporter des magasins aux normes internationales, aux Africains qui sont de très grands sportifs. Donc il a commencé en faisant son enseigne de sport qui s'appelle City Sport, qui avait aussi à Monaco pendant longtemps, qu'on a récemment transformé en Encourir. Mais il a créé, si vous voulez, cette enseigne multi-brand en disant je veux apporter aux Africains des magasins aux normes internationales, de quoi pratiquer le sport. Et après, c'était de quoi avoir un lieu de vie, parce que le centre commercial est quand même un lieu de vie. On se promène dans un centre commercial, on fait ses courses. On a donc créé aussi du coup des supermarchés avec des enseignes internationales, puisque ça n'existait pas. Après, encore une fois, nous, c'était il y a 40 ans. Donc maintenant, bien sûr, la concurrence est venue et c'est bien, c'est sain. Ça veut dire que le continent prospère. Mais c'est vrai que mon père était précurseur dans ce domaine et du coup, on est la 2e génération, donc c'est encore très récent. Et on est ravis, en tout cas, de travailler à son côté et puis de développer. C'est vrai que c'est pour ça aussi que du coup, j'ai un petit peu abandonné la robe, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas non plus faire trop de choses en même temps. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire. Ça a été un choix pour vous, Johanna? Oui. Ça a été un moment? Oui, ça a été un moment. Ça a été un moment qui a coïncidé avec la naissance de mon premier enfant. Et c'est vrai que j'avais 30 ans et je me suis dit, ça devenait compliqué d'aller plaider à Aix-en-Provence à 8h du matin. Avec un enfant petit, Avec un enfant que je voulais quand même amener à l'école, en tout cas à la crèche à ce moment-là. Et donc ça a été un choix. En plus, il y avait vraiment une place pour moi dans l'entreprise, dans mon domaine précis. Donc ça avait du sens. Et puis maintenant, ça y est, ça fait maintenant beaucoup d'années. Donc c'est pas du tout un choix que je regrette. J'adore plaider, porter la robe. Peut-être qu'un jour je le referai. Mais c'est une question de circonstance aussi. Parce qu'on a tout ce moment quand on devient maman où il faut replanifier un petit peu. Exactement. Moi, je dis toujours, c'est comme si on faisait un reset. De notre façon d'envisager la journée, nos centres d'intérêt. Ça vous est arrivé comme ça aussi? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on pense avoir quelque chose de tout tracé, de tout planifié, de tout parfaitement fait. Et en fait, non. Et tant mieux, parce que sinon, ce serait ennuyant, en fait. Donc, c'est la beauté de la vie, c'est la beauté des événements qui arrivent dans votre vie. C'est de pouvoir dire, maintenant, il faut faire un choix. Je vais peut-être pas faire ce que j'avais pensé faire, mais ce que j'ai fait va m'apporter autre chose pour l'entrepreneuriat. Et je le mettrai à profit à mon niveau dans l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai essayé de faire par la suite. Quand vous décidez de faire cette transition, c'est un grand mot, mais quand vous faites ce choix, est-ce que vous vous dites aussi, j'ai un devoir? Parce que quand on rejoint l'entreprise familiale, Ricardo Giraudy qui était assis à votre place il y a quelque temps, mais pas que lui, il m'a parlé il y avait Aleko Kaoseoglu aussi qui m'a dit ça, il m'a dit, quand on a un père qui a créé une entreprise, c'est compliqué à un moment donné de dire je n'y vais pas. Oui, tout à fait. C'est clairement ça. C'est vrai. C'est clairement ça. J'ai une amie à moi qui m'a dit récemment, qui est un peu dans la même position que moi, qui m'a dit on est élevé avec des devoirs et des obligations. Une fille d'eux, un fils d'eux est élevé avec des devoirs et des obligations. Donc on n'a pas la même liberté que si on n'avait pas ceci au-dessus de nous. Donc c'est pas forcément un poids. C'est pas forcément un poids, c'est au contraire moi je le prends comme une opportunité. Mais c'est sûr qu'il y a ça. Obligatoirement, ça transparaît dans l'éducation, ça transparaît dans sa planification de la vie et dans son côté, son côté où il faut, à un moment donné, faire des choix rationnels, ne pas laisser être animé que par sa passion, même s'il faut énormément de passion. Moi, je dis toujours que la passion, c'est le point de départ, mais la raison, c'est le point d'arrivée.
Ah oui, c'est intéressant parce que c'est extrêmement réel. Hein. C'est très maman, hein, ce que vous dites. Voilà. Donc, je pense qu'on ne doit pas choisir entre passion et raison, justement. C'est pas un choix. Mais il faut savoir les allier. Mais il faut savoir les allier. Et en l'occurrence, j'ai fait ce que je voulais par passion, le droit. Et c'est vrai que je me suis mis dans l'entreprise familiale par raison, mais c'est pas pour autant que je le fais pas aujourd'hui par passion. Donc, oui, c'est ça. Il y a un moment où ça peut basculer aussi. Exactement. Dans l'autre sens, après, encore une fois, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais dans l'association des femmes chefs d'entreprise, je côtoie énormément de femmes inspirantes qui, elles, ont créé leur entreprise de A à Z, et c'est un challenge énorme que moi, je n'ai pas eu, puisque moi, j'avais mon papa qui avait donc des bases, qui avait une entreprise qui était créée, certes, de première génération, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, et c'est vraiment mais vous rejoignez une entreprise qui est prospère ou pas? Quand vous rentrez dans l'entreprise, est-ce qu'elle est en bonne santé? Oui, l'entreprise est en bonne santé. Elle était en bonne santé, elle est encore en bonne santé. Donc, même Thierry Mani me dit, moi j'ai rejoint une entreprise prospère. Oui. Donc, complètement. On rejoint, heureusement d'ailleurs, on a cette chance-là. C'est pour ça que je vous rejoignais. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai la chance de rejoindre déjà une entreprise. Nous ne l'avons pas créée. C'est notre père qui l'a fait. Il y a des femmes qui créent leur entreprise de A à Z et je suis complètement admirative de ça parce que justement, elles n'avaient pas le choix. Alors, elles avaient cette liberté justement de créer leur entreprise. Ça, c'est super. Mais elles ont aussi ce risque et cette responsabilité et ce poids que je n'ai pas. Donc, que nous n'avons pas. Donc, c'est vrai que ça... Mais on a notre challenge. On a notre challenge, comme les personnes que vous citiez, que je connais bien d'ailleurs, qui est aussi un challenge. C'est aussi un challenge de rejoindre l'entreprise familiale. C'est ça. C'est aussi un challenge de... C'est pas si simple. C'est ça que je voulais dire. Exactement. C'est pas alors, je vous suis, hein, quand vous dites c'est pas un poids, évidemment, mais c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple parce qu'on attend beaucoup de vous. Donc, il y a des attentes. On revient à la responsabilité. Voilà, à la responsabilité, des attentes. Il y a aussi, le fait est donc de devoir travailler à côté, de devoir attendre son tour, attendre de pouvoir montrer et aussi de prouver, parce qu'on a toujours besoin de prouver, en fait. Mais c'est quelque chose qui est aussi très challenging. C'est aussi quelque chose qui est très challenging. Ça veut dire qu'en fait, on travaille avec quelqu'un. Parce que souvent, quand on fonde son entreprise, on est le seul, en fait, dans son entreprise, mais là on travaille à quelqu'un, donc c'est aussi le fait d'écouter l'autre, d'apprendre et de composer. Donc c'est aussi des choses très intéressantes dans l'entrepreneuriat et c'est quelque chose que je suis ravie de partager avec mon père, avec mon frère et ça nous permet justement donc de continuer à faire prospérer cette entreprise qui est encore à ses débuts parce que 40 ans c'est jeune pour une entreprise non, c'est déjà 40 ans, c'est déjà une preuve de solidité. Tout à fait. C'est déjà un gage, en tout cas. Exactement. C'est pas une preuve, c'est un gage. Non, tout à fait. Après, c'est que l'entreprise est partie vraiment de... Donc, ça a été fulgurant pendant 40 ans. Et je pense que, maintenant, il suffit juste de continuer à travailler dedans et de la faire prospérer de manière, de beaucoup plus, on va dire... Beaucoup plus linéaire, oui. Beaucoup plus linéaire. En tout cas, maîtriser, oui. Exactement. Quelque chose qui soit un peu plus... vous parliez des femmes chefs d'entreprise. Quand vous allez à leur rencontre la première fois, c'est quoi qui vous anime? Vous vous dites, je veux partager des ressentis, je veux partager des expériences avec des femmes qui vivent la même vie que moi? Alors, je suis rentrée assez tôt dans l'association de femmes chefs d'entreprise. J'avais 25 ans. Mm-hmm. Et justement, moi, j'ai toujours, même en étant... Vous faites tout très vite, vous, hein. Non, mais je suis restée à Monaco, à part où le moment où je suis partie faire mes études de droit à Paris. Je suis toujours restée à Monaco, c'est chez moi, donc j'ai toujours été à Monaco. Et du coup, j'ai toujours suivi mon père un petit peu dans tous ces engagements monégasques, en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau des associations, au niveau de la Chambre de développement économique de l'époque. Hein. Oui, parce qu'il avait un engagement social assez important. Tout à fait, donc je l'ai toujours suivi un petit peu à ce niveau-là. C'est quelque chose qui me plaît. J'adore rencontrer des personnes justement qui peuvent m'apporter des aînés, qui peuvent m'apporter des choses. Et je l'ai suivi très tôt là-dedans. Et j'ai rencontré justement les femmes chefs d'entreprise à l'occasion justement d'un dîner où j'accompagnais mon père et l'ancienne présidente Hilde Haineuse, que je sais que vous avez eu le plaisir d'interviewer, m'avait fait rentrer justement à l'époque dans cette association et je suis restée donc membre et j'ai fait les congrès avec elle plusieurs fois et c'est vrai que ça m'a toujours plu et il y a maintenant il y a 4 ans, c'était il y a 4 ans quand l'ancienne présidente... Alors juste au Covid, hein. Juste au Covid, c'était en septembre 2020. Ah ouais? Oui, juste en septembre 2020. Bonne période. Voilà. Oui, mais je vous dis, j'aime bien les challenges. C'est ça. Et l'ancienne présidente était venue me voir, Hilde, et elle m'a dit, est-ce que tu voudrais
reprendre le flambeau. Alors j'ai dit mais bon, je suis assez jeune, j'ai 2 enfants en bas âge, et elle m'a dit une chose qui m'a vraiment touchée. Elle m'a dit mais tu as le cœur et tu as l'envie de le faire avec passion et avec sincérité. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que c'est les qualités qu'en tout cas que je lui porte, et c'est ma marraine de cœur qui m'a un peu guidée dans cet entrepreneuriat. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, et je l'ai fait avec vraiment cette envie en tout cas de donner l'impulsion justement de l'entrepreneuriat, parce que je trouve que voilà, être avocate c'est aussi être entrepreneuse. L'entrepreneuriat donne une confiance en soi. Le fait est de l'idée, le fait est de faire des projets, le fait est d'avoir des responsabilités, le fait est de motiver d'autres femmes. Ça donne confiance en toi, ça en donne envie de se réveiller le matin, ça donne envie on a l'impression d'accomplir des choses. C'est une responsabilité positive en fait. C'est une responsabilité positive, et je trouve que c'est très très bénéfique d'un point de vue personnel, d'un point de vue de sa personnalité, de ses engagements, de sa façon de voir la vie. Et c'est vrai que je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait aussi parce que justement j'avais rencontré moi des femmes inspirantes dans l'association, et que je me suis dit j'aimerais bien maintenant que je commence à être un peu plus âgée de donner aussi cette envie aux jeunes filles, aux jeunes entrepreneuses, de les motiver. Ah là, il y avait ça aussi. Oui, il y avait vraiment l'envie. Aussi l'envie de transmettre. L'envie de transmettre. Je pense que de toute façon, ça c'est une responsabilité collective de transmettre dans tous les domaines. Et encore plus quand on est une femme, parce que c'est vrai que malgré tout, l'entrepreneuriat est quand même sous-représenté. En fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même moins de femmes qui sont chefs d'entreprise que des hommes. Et je trouve que c'est très important de montrer aux jeunes filles aujourd'hui que voilà, elles peuvent viser des hauts postes, des postes à responsabilité. Elles peuvent choisir de faire leur entreprise. Monaco met énormément de moyens au service des jeunes monégasques, femmes ou hommes, et là je parle des femmes, pour justement développer leur entrepreneuriat. Et c'est vrai que ça me plaît de participer à ça à mon niveau et au niveau de l'association. Mais vous vous rendez compte, enfin, c'est tout à fait... ça va dans le sens de l'histoire ce que vous dites, mais vous vous rendez compte que la société a dû évoluer pour en arriver là, parce que une femme chef d'entreprise, quand vous dites on est sous-représenté, c'est simplement parce que l'ordre social jusqu'à présent ne le permettait pas vraiment. Enfin, il y a 40 ans, quand votre papa crée cette entreprise-là, je pense que les femmes chefs d'entreprise, on les compte sur les doigts quand même. Ah oui, complètement. C'est encore une fois, c'est très bien, il faut continuer le chemin. On revient de loin. On revient de loin, mais même dans tout le domaine. C'est un peu ce que j'allais tout à fait, mais même dans tout le domaine du droit du travail, puisque c'est ça, moi, c'est ça qui est important. Mais on revient de loin. Moi, je remercie nos aînés à tout point de vue de s'être battus. Le congé maternité. Notamment. Exactement. Ne serait-ce que le fait est à l'époque, les femmes n'avaient même pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation des hommes. Donc, et c'était pas il y a si longtemps. Ou d'avoir un chéquier. Et c'était pas il y a si longtemps. Donc c'est très bien. À la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces femmes qui se sont battues à des niveaux beaucoup plus importants, ces femmes qui étaient à l'Assemblée nationale, etc. Donc ici, nous, à notre petit niveau de l'association des femmes chefs d'entreprise, je dis petit niveau par rapport à toutes ces femmes qui font les lois, on essaye justement de promouvoir la complémentarité. C'est ça qui est important, c'est la complémentarité de l'homme et de la femme au travail. Je pense qu'une entreprise... il ne s'agit pas de remplacer. Tout à fait. Je pense qu'une entreprise a vraiment intérêt à avoir autant de femmes que d'hommes à leur poste de direction, parce que le management féminin est clairement complémentaire avec le management masculin. On l'a clairement vu aussi après le Covid. De nombreuses entreprises qui étaient managées par des femmes ont mieux réussi avec plus de résilience. C'est-à-dire que il y a des qualités qui sont féminines. Il y a des qualités qui heurtent les gens d'entendre ça, mais il y a des qualités qui sont féminines, il y a des qualités qui sont masculines. Ça ne devrait pas, puisque biologiquement on est différents. Donc tout simplement, puisqu'on est biologiquement différents, nous avons des réactions différentes dans la vie privée et dans la vie professionnelle. Autant mettre cela à profit pour que ce soit complémentaire pour l'entreprise et pour le monde économique tout entier. Donc une femme par nature est très bonne communicante avec les salariés, est assez résiliente, assez prudente. C'était des valeurs qui étaient très importantes après le Covid, pour rassurer les salariés, notamment, pour pouvoir justement prendre des décisions de manière tempérée, pour pouvoir ne pas prendre trop de risques. L'homme a tendance à prendre beaucoup plus de risques. Alors c'est très important ça aussi en période où il y a une relance économique, puisqu'à un moment donné, quand il y a de la concurrence, il faut prendre des risques, il faut y aller. Moi je le vois très bien avec mon père et mon frère, c'est ce qu'ils font au quotidien. Et si on ne le fait pas, l'entreprise ne peut pas prospérer. Donc c'est très important, mais je trouve que c'est l'alliance de ces deux choses-là qui font que justement, dans la vie professionnelle et évidemment dans la vie privée, on peut arriver à un équilibre sain.
Est-ce que d'ailleurs c'est un message que vous portez alors au sein de l'association à Monaco, mais pas seulement, parce que ce qui est important de préciser, c'est que les femmes chefs d'entreprise, c'est un réseau mondial. Hein. Tout à fait. Alors moi, l'association que j'ai la chance d'animer là pour mon 2e et dernier mandat, parce que c'est 2 mandats de 3 ans. Ah, c'est limité ? Oui, c'est limité, c'est limité. C'est une bonne chose, puisqu'il faut qu'il y ait du nouveau. C'est une association qui a été créée il y a 20 ans. Donc moi, je ne suis que la porteuse du 2e mandat, et il y aura quelqu'un d'autre après moi. Et c'est très bien, parce que c'est comme la JCE alors. Tout à fait. À un moment donné où ça s'arrête. Tout à fait, c'est exactement le même principe, puisque c'est une association qui est faite pour représenter l'entrepreneuriat. C'est pas une association, c'est une association avec de nombreux membres, et il faut que chacune puisse apporter de la nouveauté et puis porter des valeurs différentes. C'est ça la beauté des associations justement communes, comme la JCE. Donc moi je suis ravie de faire ce 2e et dernier mandat. C'est une association qui a rallié un réseau mondial. Il faut savoir que le réseau mondial des femmes chefs d'entreprise a été créé après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, par une Française. Et en fait, c'est né de manière un petit peu artisanale. C'est les femmes qui avaient repris, malgré elles, l'entreprise de leur mari qui était mort au combat. Et donc, elles ne savaient pas trop comment faire. Donc, chacune se réunissait un petit peu ensemble autour d'une table en disant moi, je sais pas faire de comptabilité, moi, je sais pas faire du commerce, moi, je sais pas faire de l'industrie. Donc, comment tu fais toi, etc. Donc, elles se sont réunies comme ça. Elles ont créé... Ça, c'est très féminin. Elles ont créé un petit réseau, exactement. Elles ont créé un petit réseau d'entraide. Et après, elles ont créé une association, l'association de droit français. Et après, il y a eu une association, plus ou moins, on est dans 120 pays dans le monde entier. Donc c'est assez important. Nous, à Monaco... Donc, quand vous dites on va au congrès, il y a les 120 pays au congrès ? Tout à fait, il y a les 120 pays et d'autant de membres. Donc nous, Monaco, ça a été créé il y a 20 ans. En Belgique, par exemple, elles vont fêter nous, on fête nos 20 ans là, cette année, à la fin de l'année. Donc, c'est bien ça. Oui, nous fêtons les 20 ans de l'association des femmes chefs d'entreprise. Sous votre présidence encore ? Sous ma présidence. C'était Hilde qui avait fait les 15 ans. J'avais fait aussi les 10 ans. Je me rappelle, j'étais sous la présidence de Joël Bachelon à l'époque. Et là, nous célébrons les 20 ans. Donc avec notre équipe du comité directeur, nous prévoyons une belle soirée de célébration à la fin de l'année, justement pour célébrer un petit peu toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire. Et donc c'était pour revenir à ce que vous disiez. Donc voilà, par exemple, la Belgique fête ses 70 ans cette année. Il y a des associations dans le monde qui sont plus anciennes que nous. Il y en a qui viennent de rentrer. Par exemple, le Canada est rentré que l'année dernière. Les États-Unis sont là depuis longtemps. Et effectivement, nous avons deux congrès, un congrès mondial où toutes les membres sont conviés et un comité des présidentes où la présidente de chaque pays y va et représente son pays et vote donc à l'Assemblée générale pour son pays. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir représenter Monaco lors des comités mondiaux et lors des congrès mondiaux. Le prochain est en Australie en novembre. Nous avons tous les membres. En général, nous, on est quand même une quinzaine de membres de Monaco, ce qui est pas mal. On nous dit souvent que par rapport à la taille de notre pays, on est quand même très bien représentés. Donc c'est vrai que c'est pas comme les 70 Mexicaines qui vont toujours, mais elles sont plus nombreuses. Et on est très dynamique. On est vraiment très dynamique et c'est une bonne chose parce que ça nous permet aussi, donc, outre le fait de défendre l'entrepreneuriat international, féminin, bien sûr, et de représenter Monaco, c'est aussi le fait de rencontrer des femmes de tous les pays, de toutes les nationalités, de toutes les origines, de toutes les religions, qui ont un point commun, c'est le partage de responsabilités. Et j'ai la chance de pouvoir dire maintenant que je connais une femme chef d'entreprise dans chaque pays du monde. Donc dès que je vais en vacances, j'en appelle une et puis on se voit et on partage ces valeurs-là. Ouais, ça crée un... Parce que quand on fait notamment ce que vous faites, c'est-à-dire du commerce international, on a besoin de points de réseau, on a besoin de correspondants un peu partout. Donc c'est un peu la même gymnastique. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est la même gymnastique. Puis bon, le but aussi dans tout ça, on est 70 membres à Monaco, ce qui est quand même pas mal. Ça veut dire que c'est 70 entreprises monégasques détenues par des femmes. Et ces femmes-là, on dirait pas comme ça. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est vrai que c'est vraiment un chiffre important qui est en constante évolution. Et ce qui est important pour ces femmes, c'est parce que c'est dans des domaines d'activité différents. Il y a des entreprises où il y a une grosse masse salariale, mais on a aussi des auto-entrepreneuures qui travaillent de chez elles. Et le chiffre d'affaires est également différent, mais on a un point commun, c'est justement ces responsabilités. C'est-à-dire que pendant le Covid, ces femmes-là, vous me dites, tu as pris la présidence pendant le Covid, mais c'était un challenge important parce qu'il fallait justement se soutenir, expliquer les lois qui changeaient. Le Covid, ça a été compliqué quand même. Oui, non, ça a été très compliqué, surtout pour ces femmes
ou hommes aussi, c'est pareil, mais pour ces femmes qui avaient leur entreprise, qui du jour au lendemain ont dû se réinventer. J'en ai vu qui étaient dans l'événementiel, ça veut dire plus rien du tout du jour au lendemain. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, c'est pareil. Donc il y en a qui ont leur commerce et tout ça exclusivement à Monaco. Moi, j'ai la chance qu'ils soient à l'international, donc c'est vrai qu'en Afrique, on n'avait pas les mêmes contraintes, mais exclusivement à Monaco. Ils n'ont pas fermé en Afrique, c'est ça? Alors ils ont fermé de manière différente, c'est-à-dire qu'il y avait des couvre-feux, parce que l'Afrique ne peut pas se permettre de fermer tout, parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai qu'il y avait un système de couvre-feu, donc nos magasins continuent à fonctionner. Mais je vois en tout cas mes femmes chefs d'entreprise de Monaco, il y en a qui ont vraiment dû se réinventer, il y en a qui ont dû fermer, il y en a qui ont dû se pencher vers d'autres domaines d'activité, il y en a qui ont dû licencier. Et ça a été compliqué, et ça il fallait informer. Et il fallait informer en temps réel, puisque c'est vrai qu'il y avait, donc heureusement, le gouvernement de Monégasque a été exemplaire en la matière, puisqu'il nous a donné quand même beaucoup d'aide et beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il fallait l'informer. Et donc ce qui est bien à Monaco, c'est que justement on avait nos réseaux d'entrepreneurs, avec le Monaco Economic Board, avec la FEDEM, avec le gouvernement monégasque, avec le Conseil national, et c'est vrai qu'on avait des informations justement autour de ce réseau qui nous permettait d'informer nos membres, qui pouvaient elles-mêmes informer leurs salariés. Ça, je dis toujours que c'est la beauté de Monaco, c'est qu'on est un pays d'envergure internationale, mais à dimension complètement humaine, et ça permet donc du coup d'être proche des pouvoirs de décision et de pouvoir justement réagir vite. Vous me dites réagir vite. Ça vous semble important, ce rythme qui est perpétuellement rapide dans tout ce que vous faites? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour faire les choses, en fait. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps pour faire les choses. Et ce que vous disiez un petit peu au début, c'est que quand on est maman et qu'on a beaucoup de choses à faire, quand on a une vie de famille, on apprend justement à faire rapidement les choses. C'est vrai, ça. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça devient une seconde nature. Et vous avez raison, peut-être des fois, il faudrait prendre plus le temps de faire les choses et pas faire comme une boulimie de projet, on est d'accord, mais c'est quelque chose que je pense que chaque maman sait faire, c'est-à-dire que, et encore une fois, c'est ce que je vois même chez mes membres qui sont mamans, on fait très vite les choses, on réagit très vite, on a un dossier, on a quelque chose, on dit bon ça il faut le faire dans la journée, etc., parce que justement, il faut que tout s'enchaîne. Quand on prétend à vouloir faire beaucoup de choses, on ne peut pas prétendre malheureusement à prendre son temps. Est-ce que ça n'augmente pas la charge mentale en fait? Alors la charge mentale, elle est complètement augmentée, saturée. On va être très honnête, on peut tout déléguer. Dans la vie personnelle, on peut avoir une logistique absolument parfaite et sans faille, mais la charge mentale, ça vous pouvez rien y faire. Ça, vous pouvez rien y faire, la charge mentale. Quand vous vous endormez le soir, il n'y a personne qui est là pour vous enlever la charge mentale. Mais ça, moi j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut vivre avec, on sait qu'elle existe. Malheureusement, moi je dis toujours, en tout cas, le message que je veux transmettre aux jeunes femmes qui veulent être entrepreneuses ou cadres, ou qui veulent endosser des responsabilités, quelles qu'elles soient. Qui sont carriéristes, tout simplement. Qui sont carriéristes, qui ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas choisir. Et je refuse qu'on nous dise qu'il faut choisir entre maternité et travail. On peut associer les deux, et on peut associer les deux même en ayant de nombreux enfants. Mais par contre, il faut se faire à l'idée qu'il y aura une charge mentale lourde. Ça, il ne faut pas se mentir, il y aura une charge mentale lourde. Ce que vous dites, c'est que c'est pas un tout ou rien. On peut dire, je choisis de le faire, mais il faut que je sois préparée. Tout à fait. Non, mais tout à fait. C'est ça, en fait. Il faut pas non plus, il faut pas vivre non plus sur un nuage. Je veux dire, c'est évident. Faut pas rêver, quoi. Non, mais c'est évident. Je veux dire, donc on peut rêver d'une famille, on peut l'avoir, on peut rêver d'une carrière, on peut l'avoir, il y a pas de souci. Mais il y a la conséquence, c'est que la charge mentale, elle restera. La charge mentale, elle y est. C'est le fait d'avoir peur à la fin de la journée. Mais qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Je suis sûre qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, mais je sais pas quoi. Et effectivement, ça va de ce qu'il y a dans le frigo à la note que j'ai envoyée ou pas à mes collaborateurs, en passant par est-ce que j'ai bien renvoyé le mail, est-ce que voilà. Ce qui est assez terrible parce que pour le coup, voilà, il y a des responsabilités comme on disait, et un mail peut être très important. Il y a des deadlines. Alors moi, en plus, dans le domaine juridique, on a des deadlines. Donc heureusement, voilà. Encore une fois, on a de la chance. Moi, j'ai de la chance de travailler avec des collaborateurs et une collaboratrice exceptionnelle que j'ai formée et qui est là auprès de moi. Mais malgré tout, encore une fois, à la fin de la journée, c'est vous. C'est quand même vous avez des collaborateurs, même au niveau de la vie de famille, vous avez de l'aide, etc., au niveau de vos enfants, mais c'est quand même vous qui portez la responsabilité, comme toutes les autres femmes. Donc si vous avez oublié quelque chose, c'est malgré tout vous. Et c'est votre faute. Et là, on en revient à ce sentiment de culpabilité. Et encore une fois, ce sentiment de culpabilité, on l'a tout le temps. On l'a tout le temps. Et il faut accepter, encore une fois, qu'il sera présent. Il faut le caresser, il faut l'éduquer, mais il faut accepter en fait. Il y a un moment donné, il faut accepter. On peut pas combattre des choses qu'on ne peut pas combattre en fait. Il faut admettre. Il faut admettre que tout ça vient avec. C'est ça. Vous avez quand même une recette parce que, alors moi, la charge mentale, je me suis dit un jour, il faut quand même que je la gère.
à fait. Je l'admets, mais il faut quand même que je la gère. Parce qu'à un moment donné, c'est l'image. Quand on dit c'est plein, il y en a jusqu'en haut. Il faut que j'arrive à me libérer d'un poids. Comment vous faites pour faire ça? Alors moi, je vais courir. Voilà. Moi, je vais vraiment clairement. On va se croiser courir. alors. Voilà, non, je vais clairement courir. Et je trouve que c'est. Après. Moi, j'ai été élevée dans un milieu très sportif. Mon papa est très sportif, notre famille est très sportive. Je pense vraiment, c'est nécessaire. C'est quelque chose de vital. La dépense physique. De vital, c'est le seul moment où on peut vider. Voilà, on peut vider la tête. Alors, d'autres personnes le font d'une autre manière, mais vraiment, le sport, on le voit. D'ailleurs, c'est les mêmes valeurs dans le sport que dans l'entrepreneuriat. C'est la persévérance, c'est le dépassement de soi. La résilience. C'est la résilience. L'acceptation de la difficulté. L'acceptation de la difficulté et puis le bonheur de la difficulté en fait. Parce que le bonheur de la difficulté, de se dire voilà, ça c'est difficile, mais je me mets un challenge, je vais y arriver. Et une fois que vous y arrivez, c'est comme quand vous franchissez la ligne d'un marathon ou d'un semi-marathon. Ça sent le vécu, ça. Vous êtes contente en fait. Vous êtes contente, vous êtes mis un challenge. Alors des fois vous dites mais pourquoi je me suis mis ça, mais pourquoi je me suis mis autant de responsabilités, pourquoi je me suis mis ça. Parce qu'en semi, c'est quand même 21 km. C'est pas anodin, quoi. Non, c'est sûr, mais c'est chacun à son niveau se met ces challenges pour avancer, pour être fier de soi-même, en fait. Et chacun a besoin de quelque chose. Alors moi, c'est la course. Une autre personne, ça va être quelque chose de beaucoup plus calme. Ça va être la philosophie ou autre chose. Mais chacun a besoin de ses propres challenges pour être fier de soi et pour être content de soi. Si on est fier de soi, on est content de soi, obligatoirement, on va avoir envie de transmettre tout cela. Et donc, je pense que c'est très important. Moi, personnellement, le sport est quelque chose de très important parce que ça me vide la tête, ça me permet de me défouler. Moi, je dis toujours, je laisse plein de choses sur la route. Voilà, exactement. C'est très important. C'est un slogan de Nike, ça, d'ailleurs. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est très important et c'est quelque chose qui est vital et qui doit être planifié aussi. C'est-à-dire qu'il faut. Je pense qu'il y a énormément aussi de femmes sportives. C'est-à-dire au même titre qu'on doit planifier qu'on va chez le médecin ou qu'on amène nos enfants à l'école, il faut planifier l'heure de sport. C'est ça. Il faut sur l'emploi du temps de la journée, il faut que ce soit marqué. Parce que ça fait partie d'un équilibre. Effectivement, tu as vraiment raison, Geneviève, quand tu dis bon, c'est bien, il y a un charge mentale, mais c'est pas on vit avec et puis il y a rien à faire. Non, c'est ce que je dis. Il faut l'éduquer, il faut la caresser. Donc il faut en prendre soin. Et ça, c'est un moyen justement de s'échapper, de s'évader. Et chacun le trouve. Moi, c'est celui-là. La course à pied, donc. Oui. Alors, combien de semi-marathons déjà? Non, j'en ai fait qu'un seul. J'en ai fait qu'un seul et je me suis dit que je ferais le marathon avant mes 45 ans. Donc, après, c'est une grosse préparation physique. Donc, encore une fois, c'est le problème du temps. Ce que j'allais te dire, c'est que je comprends le coût du défi, du challenge, etc. Mais physiquement, c'est quand même une barrière assez haute. Parce que dès qu'on dépasse un certain nombre de kilomètres, dès qu'on dépasse un certain temps d'effort continu, il faut avoir beaucoup d'entraînement. Donc ça veut dire, tu le fais avec quelqu'un? Non, je le fais volontairement, je le fais seule. Parce que c'est quelque chose que je veux faire toute seule, justement. Pour une fois. Voilà. Parce que de ce que je comprends, tu es toujours au sein d'une équipe. Oui, non, c'est quelque chose que je suis ravie de faire seule. J'ai besoin de ça c'est un exutoire, vraiment. C'est un exutoire. Et honnêtement, c'est vrai que le premier semi-marathon, j'avais dit à mon conjoint, est-ce que tu veux le faire avec moi? Et c'est lui-même qui m'a dit, non, je pense que tu as besoin de le faire seul. Et il a vraiment eu raison parce que c'est quelque chose que j'avais besoin de faire seule. J'avais besoin d'être ce matin-là à 7h du matin toute seule. J'avais besoin de courir toute seule. Et le fait est des fois d'être seule, justement, même quand il y a l'adversité, de se dire, il n'y a personne à côté, donc je suis obligée de réussir. Oui, ça peut être la faute de personne d'autre. Donc ça peut être important. Et c'est vrai que ça, c'était très important de le faire toute seule. Et voilà. Après, oui, les équipes, c'est important. Mais de toute façon, dans une entreprise, l'équipe est importante. Dans une association, c'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Donc voilà. Donc c'est vrai que. Il y a des gens comme ça. Alors, tu as parlé de Hilde et de ton père notamment. Mais il y a des gens qui ont marqué cette route que tu as faite jusqu'à présent. Oui. Alors, il y a beaucoup de personnes. Hilde, tu dis, elle est venue me chercher. Elle m'a dit des choses qui m'ont fait comprendre. Mais il y a certainement d'autres personnes, quand tu étais avocate notamment. Oui, quand j'étais en fac de droit, j'ai eu un professeur de droit qui m'a... Il y a toujours un prof quelque part. Il y a un professeur de droit qui m'a vraiment marqué. Je lui avais dit, je veux vraiment être avocate, c'est vraiment la chose que je veux. Et puis, je lui ai dit, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi tu vas pas dans la magistrature? Pourquoi tu fais pas juge? Etc. Et puis, il m'avait dit cette phrase que j'adore, qu'il avait pris d'un film, et qu'il avait dit, mais pourquoi faire arbitre quand on peut jouer le ballon? Et il m'a dit, à mon avis, tu seras une très bonne attaquante.
Donc du coup, c'est vrai que je m'en souviens très bien. Et puis, et je me rappelle, bon, c'est anecdotique, il avait écrit un livre. Il est décédé il y a quelques mois. Il avait écrit un livre et mon meilleur ami me l'avait fait dédicacer. Et il lui avait dit, il a dit à une étudiante qui apparemment admire son professeur, ne fait-il pas que son devoir? Voilà. Et donc j'avais mon meilleur ami qui est une des personnes aussi qui a grandement marqué aussi ma vie et qui m'a toujours poussé, qui a fait du droit avec moi, était allé le voir et c'est vrai que cette personne qui était donc un de mes mentors a été très important aussi. Après il y en a eu d'autres, il y a aussi eu mes maîtres de stage, il y a aussi eu un collaborateur au sein de Mercure qui est parti à la retraite là il y a un mois et qui était le juriste et qui, puisque moi mon père n'est pas dans le domaine juridique, hein, je suis la seule à l'être et puis c'est vrai que lui m'a appris, il est vraiment dans la transmission et il m'a appris beaucoup de choses. Donc toutes ces personnes-là, oui, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que j'en ai plusieurs, je vais en oublier. Non, mais c'est toujours le piège. Hein. Voilà. Quand on a ce genre de questions, on se dit, oula, si j'en oublie un, ou si je vais me retrouver dans une situation compliquée. Moi, ce qui m'intéressait dans la question, c'était surtout de comprendre comment tu as fait tes choix. Parce qu'il y a des moments, et c'est très, ça se sent quand tu expliques, tu as fait des choix. Que ce soit celui de choisir le droit, que ce soit celui de commencer à Nice et de partir à Paris, que ce soit celui de choisir tes stages. Enfin, tu as fait des choix. Et je voulais savoir si, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si tu les fais toujours seul ou si tes choix sont concertés. Non, mais je pense que mes choix sont concertés. Voilà. Je pense clairement que mes choix sont concertés, puisque justement, je serais très angoissée de devoir faire un choix toute seule. Ah ouais. Alors, c'est ce que j'ai l'impression. Vous savez, on a toujours l'impression de ce qu'on est et ce qu'au final on fait. Mais je suis quelqu'un qui demande l'avis, qui demande la concertation. Voilà, j'ai besoin de concertation et j'ai besoin de l'avis pour être sûre de ne pas tromper, parce que mon père m'a toujours dit, choisir c'est renoncer. Hein. Donc c'est quand même voilà. Ça c'est certain. Mais voilà, j'ai la chance encore une fois. Alors peut-être aussi c'est parce que je viens d'un milieu où on travaille en famille, en équipe. On travaille beaucoup. Alors moi, mon père vraiment, il nous a la chose que je lui remercierais vraiment de ça, c'est le travail. Il nous a toujours dit, on se lève le matin, on travaille. C'est comme ça, c'est la force de travail, vous travaillez, vous arriverez à tout ce que vous voulez, mes enfants, dans votre vie. Il l'a toujours dit, c'est un bourreau de travail. Moi, mon père, il se réveille à 7h du matin, il fait 2 heures de sport et après il va au travail, mais toute la journée. C'est le meilleur collaborateur, c'est celui qui travaille le plus. et c'est vrai qu'il nous a toujours appris ça, à mon frère, à ma sœur également. Il nous a toujours appris à travailler et c'est quelque chose, c'est très important. Et c'est vrai que du coup, on se concerte beaucoup. Moi, j'ai beaucoup demandé l'avis de mon père dans mes choix, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Je parle aussi souvent avec mon frère, avec ma sœur, ma mère évidemment, qui est omniprésente justement pour nous soutenir à tous. Et donc c'est vrai que ces choix-là, c'est des choix qui sont concertés, c'est des choix où on demande l'avis et après on en fait. Après on fait chacun son chemin de son côté. Donc moi c'est l'association, c'est la vie associative monégasque. Les autres c'est autre chose. Hein. Ils se lancent dans l'entrepreneuriat par eux-mêmes. Hein. Mon frère il s'est lancé aussi parallèlement dans son entrepreneuriat à lui, ma sœur aussi. Voilà, donc chacun arrive quand même à trouver son petit côté, vous voyez, son petit jardin secret. Un déjeuner de famille chez les Houdrouges. non, mais chacun arrive à trouver. On parle chiffres. Oui, non, on parle très souvent chiffres. Ah non, parce que Kika Prête, qui était là à ta place, me disait, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que même quand on est à la maison et qu'on déjeune ou qu'on fait des rassemblements familiaux, au bout d'un moment, on parle de ça. Alors oui, c'est même pas au bout d'un moment, hein. On parle tout le temps de ça. Mais c'est l'ADN d'une entreprise familiale. L'ADN d'une entreprise familiale, c'est une entreprise justement en général patriarcale, avec justement ce côté vraiment proche donc des salariés, des collaborateurs, et obligatoirement avec il n'y a pas de frontières. Malheureusement, il y a pas de frontières. C'est une famille dans la famille en fait. Hein. C'est une famille dans la famille, oui, tout à fait. Parce que là, tu parlais d'un collaborateur qui est parti à la retraite. J'imagine qu'il a fait pratiquement toute sa carrière au sein de Mercure. Exactement. Nous, on a vraiment des gens ça a été leur premier job et qui ont fait toute leur carrière dedans. Mais il y a des bons et des mauvais côtés dans une entreprise familiale.
Et c'est vraiment, il faut embrasser ces bons côtés. C'est-à-dire que ce côté, justement, d'entreprise familiale, ça veut dire proche de ses collaborateurs, où c'est accessible. Moi, mon père a toujours la porte ouverte. Son bureau, sa porte est toujours ouverte. Il ne ferme jamais sa porte. Parce que, justement, on peut rentrer comme on veut. Alors après, effectivement, ce n'est pas comme les entreprises anglo-saxonnes ou les entreprises cotées en bourse qui ont d'autres, bien sûr, qualités que nous n'avons pas. Mais il y a une qualité, en tout cas, et on l'a bien vu pendant le Covid. Nous, les gens sont restés fidèles. Les gens sont restés avec nous. Ils ont compté sur vous aussi. Ils ont compté sur nous, mais ils sont restés avec nous. Donc, on a vraiment des gens qui, voilà, on a de la fidélité, on a des gens qui restent. Et c'est aussi important, puisque n'oublions pas, comme je vous ai dit, que nous avons, géographiquement, nous sommes éloignés de nos points de vente. Nous sommes éloignés de notre business. Donc, il faut qu'on ait des gens de confiance sur place. Et dans chaque dispositif africain, on a des directeurs qui sont là depuis des années, à qui on fait confiance et qui nous font confiance. Et c'est vrai que cette promiscuité, cette proximité avec les collaborateurs, c'est vraiment l'ADN d'une entreprise familiale. Et donc, après, voilà, après, c'est sûr que ça transparaît. C'est dans les déjeuners de famille. Voilà, exactement. Il faut l'accepter encore une fois. Oui, c'est sûr. Hein. Il faut l'accepter, il faut certainement le gérer. Alors, on parlait du semi-marathon, mais comment je dis vous parce que vous êtes deux parents. Comment vous voyez l'éducation des trois là qui arrivent, parce que eux aussi ils vont baigner dans l'entreprise familiale du coup. Alors, ils vont baigner dans l'entrepreneuriat. Dans l'entreprise familiale, ce qui est différent. Voilà, enfin ils vont baigner dans en tout cas moi ce que nous voulons inculquer avec nos enfants, c'est justement la prise de responsabilité. Ça, encore une fois, et c'est vraiment par rapport à la confiance en soi que ça procure. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Donc c'est ce que nous voulons inculquer à nos garçons, parce qu'en plus c'est des garçons, c'est 3 garçons. 3 garçons. Voilà. À l'armée, dites donc. Voilà, donc c'est 3 garçons, et c'est vrai que en tout cas moi en tant que femme, ce qui est important. Et ils le voient, puisqu'ils me disent toujours les femmes chefs d'entreprise, etc. J'espère déjà leur inculquer les valeurs donc d'égalité quand même entre l'homme et la femme, de complémentarité au travail avec l'homme et la femme, et bien sûr la volonté de leur dire investissez-vous. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie associative, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un travail, mais investissez-vous. Vous investir vous donnera confiance en vous, vous donnera des responsabilités, et ça vous donnera vraiment une joie de vivre. Donc c'est très important, que ce soit un challenge sportif, que ce soit le travail, que ce soit la vie associative, que ce soit la famille. Donc ça, c'est ça ce qui est important. Et voilà, non, moi je suis passionnée par mon rôle de mère. Je n'aurais pas pu voir ma vie autrement. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours animée d'avoir des enfants. Je le rêvais, vraiment, je le rêvais. Et c'est à la hauteur, c'est encore plus haut, c'est encore plus fou que mes rêves. J'adore passer du temps avec mes enfants, j'adore les voir grandir. Et j'adore aussi mon métier. Je suis contente de ne pas avoir renoncé à ça, en tout cas. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir un conjoint exceptionnel à mes côtés qui me pousse et qui est fier de moi, et qui me demande pas justement de choisir entre vie professionnelle et vie privée, parce qu'on en parle souvent un peu trop peu. Mais la chance, aussi, voilà. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus, et je suis persuadée qu'il y aura plus d'hommes comme ça, et que mes fils seront comme ça également, comme mon conjoint. C'est-à-dire qu'on on est content quand une femme a une vie professionnelle épanouie, tout en ayant une vie personnelle, et qu'on doit pas choisir, et on doit pas, en tout cas, la culpabiliser pour ça. C'est un papa présent ? Oui, très présent, oui, très présent. Et parce que c'est réconfortant, ça. C'est très réconfortant, et c'est un socle. Vous savez, on a toujours besoin d'un socle. Donc, que ce soit dans la vie professionnelle, avec des collaborateurs de qualité, et des collaborateurs de confiance, et dans la vie personnelle, vous avez besoin d'un socle, et je ne pouvais pas rêver de meilleur socle. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant ? Alors que j'ai dit vous, c'est pas seulement à Johanna, c'est à tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle a, parce qu'il y a des femmes chefs d'entreprise, il y a des enfants, il y a des collaborateurs, il y a une famille. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à cette Johanna-là qui est extrêmement plurielle ? Alors moi, je pense que toute la chose, ça va être très basique ce que je vais te dire, mais je pense que juste de continuer à être heureuse, de continuer, on aspire tous au bonheur. Donc moi, j'aspire tout simplement à ça, en fait. C'est une forme d'équilibre, non ? C'est une forme et tout ça m'apporte, en fait, toutes ces choses-là, comme vous dites au pluriel, m'apporte mon épanouissement et m'apporte mon bonheur. Qui en plus je trouve que c'est la beauté de l'âge quand on vieillit un petit peu, justement on est pas tant que ça, hein, non, bien sûr, pas l'impression que tu sois non plus non, mais je trouve que je trouve que quand on arrive à la quarantaine, on profite pleinement de ce bonheur, on en est pleinement consciente, un petit peu plus que quand on est un peu plus jeune, où on est très fougueux et on en veut toujours plus. Et là on se pose un petit peu sur la route, puisque la vie c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est ça. Donc on se pose un petit peu, on prend un petit peu des recharges,
Et après, on continue la route et en se disant que on sera toujours heureux de courir et de franchir la ligne d'arrivée avec les gens qu'on aime. Ben voilà. On se donne rendez-vous à la fin de l'année, donc, pour voilà. La grande soirée des 20 ans. Pour la grande soirée des 20 ans, à laquelle j'espère que tu viendras. Mais oui, avec plaisir. Et puis, en tout cas, merci d'avoir trouvé un moment pour nous. Avec plaisir, C'était vraiment Geneviève. très sympa. Et merci pour cet échange.